Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne en Suisse et aujourd'hui, j'ai à nouveau la chance d'accueillir un invité international parce qu'on est en direct avec le Québec et aujourd'hui, j'accueille, un de mes confrères, le docteur Paul Simard, psychologue. On va parler de plein de thématiques, on va parler de séduction, de couple, d'amour et sûrement plein d'autres choses. Paul, merci beaucoup pour, ta présence. Je suis hyper content de pouvoir t'accueillir ici. On s'est connus jusqu'à maintenant plutôt par, les réseaux sociaux, interposés et ça me fait plaisir de pouvoir échanger. Donc je te laisse peut-être, te présenter un peu plus amplement avant qu'on débute. Oui, bien, merci de l'invitation. Je suis psychologue en cabinet privé, donc je ne sais pas si vous êtes, comme en France en libéral, mais j'ai Oui, mon ou bureau à la maison OK. depuis plus de 10 ans, 12 ans maintenant, j'ai mon bureau à la maison et c'est le bonheur, tout près du frigo, tout près du petit chien, tout près de la guitare. Donc moi, je trouve que c'est le bonheur, le bureau à la maison et je reçois une clientèle adulte, en individuel, couple, groupe, famille. Mmh. Je suis très C'est actif sur les réseaux sociaux. tu as été actif depuis combien de temps? Parce que je t'ai connu via TikTok. Est-ce que tu étais déjà Oui. présent sur d'autres plateformes avant ça? Oui, ben, depuis 2017, j'ai lancé les activités de psychologue sur le web, mais avant, j'étais actif, sur le plan artistique. J'étais notamment l'artiste ASMR le plus populaire au Québec jadis et j'ai également eu des pages d'artistes, là, de dessins, de jeux de rôle et de trucs, là, reliés avec des jeux vidéo. D'accord, et ça, c'est quelque chose qui fait partie encore de ton quotidien ou tu as mis ça de côté? Fait j'ai la passion pour les jeux vidéo, les jeux de rôle, s'est un petit peu transformée, donc je l'ai mis de côté, mais les éléments d'ASMR, ça créait de la confusion auprès des journalistes. Donc, ils n'arrivaient pas à démélanger bien les éléments de rôle. Donc, j'ai décidé de mettre en privé les éléments d'ASMR parce que ça créait de la confusion. Puis moi, maintenant que je suis psychologue au Québec, j'ai un devoir de protéger la population contre la confusion et également de protéger l'image de la profession. Donc, ça fait beaucoup de règlements, mais en gros, je suis imputable de mon aura, on va dire, de psychologue, peu importe les plateformes ou les autres professions que je pourrais prendre en même temps. D'accord, Donc, j'ai dû décider de me limiter là-dessus. et ce serait quoi, typiquement que tu risquerais à travers ça? Ben, dans le fond, il pourrait y avoir des plaintes qui soient déposées pour conflit de rôle, pour ne protège pas l'image de la profession, entreprend une pratique qui ne serait pas conforme aux bonnes pratiques. Bref, c'est des éléments beaucoup qui touchent des vieux règlements qui ont été mis en place en 1974. OK. Mais aujourd'hui, quand on regarde les règlements de 1974, je vais vous dire un secret, il n'y avait pas internet jadis. J'allais dire, Donc en effet, YouTube à l'époque, c'était pas encore très développé, ouais. non, non, ARPANET, je pense qu'elle était commencé à être un début d'idée, là. Mais oui, donc je dois faire des choix stratégiques, puis moi, j'ai décidé de m'épanouir via la promotion du contenu psychologique, puis ça me convient tout à fait. Je suis très heureux en faisant ça. D'accord, bah, écoute, c'est cool, tu commences par m'apprendre, quelque chose sur toi et sur le fonctionnement du coup de la profession au Québec. Parce que c'est intéressant ce genre de règlement alors bien sûr qu'il y a un code de déontologie en Suisse, mais qui implique pas du tout ce genre de confusion de rôle ou comme ça. Donc c'est intéressant de voir que, bah, on est des gens de la même profession qui sont tous actifs sur internet, mais en fonction du pays, ça peut avoir différentes Ouais. répercussions. Est-ce que vous, c'est régi par un ordre, votre code de déontologie, ou ça a la valeur plus de guide moral? Parce que Alors vous, c'est un document légal. il y a pas un ordre, il y a une fédération, mais auquel tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé de la rejoindre, Non? et il y a un code de déontologie, voilà, mais non, c'est un peu peut-être OK. moins institutionnalisé qu'au Québec. Nous, on appellerait ce genre de code-là un code d'éthique et non pas un code de déontologie. Parce que le code d'éthique cherche à nous guider vers quelque chose, mais c'est des principes moraux qui sont à la discrétion, on pourrait dire, de l'interprétation de chacun. Alors Mmh. que le code de déontologie, pour nous, ici au Québec, ce sont des obligations et des interdictions, puis ils ont valeur légale. Donc,
Prenons l'exemple le plus, flamboyant, c'est un psychologue qui aurait des rapports, qui dépasseraient le cadre professionnel et qui a, par exemple, l'élément sexuel avec un de ses patients, qui recevrait une plainte pourrait perdre son permis de pratique pendant 5 ans. Ouais. Donc Alors et ça, pour être c'est psychologue au Québec, on doit avoir le permis de l'ordre. Donc la personne ne peut plus porter le titre, ne peut plus faire les actes réservés et c'est mmh. pour protéger la population. Alors, ça, bah, il y a ces règles, ça, on a aussi des règles comme ça et qui peuvent en effet avoir comme conséquence qu'on soit irradié justement, enfin d'être autorisé à pratiquer. Ben, écoute, c'est quelque chose qu'on avait parlé en off et tu m'avais dit que ce serait intéressant pour toi d'en parler, justement du transfert ou du contre-transfert qu'il peut y avoir, entre clients, patients, et psychologues, ou des rapports de séduction qu'il peut y avoir. Toi, est-ce que tu y as été confronté? Et comment ça se passe et comment ça se gère ce genre de situation? Moi, pour ma part, c'est un sujet, on pourrait dire, de ma pratique en soi, le développement des habiletés relationnelles, la connexion avec l'intimité pour que la personne puisse s'épanouir. Mais quand on va dans ce monde-là sensible, intérieur, ben parfois les gens touchent à des blessures ou à des espoirs ou à toutes sortes d'enjeux affectifs qui sont pas habitués de trouver un repère. Puis le fait de bénéficier d'une écoute, de quelqu'un qui les protège, puis qui permet de descendre dans cette intimité-là, bien, il arrive fréquemment que certains patients ou patientes vont éprouver des sentiments amoureux ou du désir sexuel envers le psy, tu sais, qui est devant eux. Puis il arrive également assez fréquemment qu'il y ait des auto-dévoilements des gens qui m'en parlent en thérapie. OK, Moi, je vous dirais que depuis le début de carrière, ça arrive à peu près. J'ai eu une déclaration formelle toutes les à peu près 6 mois. Donc d'accord. c'est un sujet quand même assez fréquent que j'aborde en consultation. Puis moi, je protège les gens au maximum lorsque ça se passe, là, ce genre de dévoilement-là. Mais je ne les protège pas dans le sens de: «Ben, la thérapie est terminée». Je les amène plutôt délicatement à valider leur expérience. «OK, tu ressens ça, je compris. Qu'est-ce qui te fait ressentir ça?» Je souligne que ça prend beaucoup de courage pour parler des thèmes qui aussi fragiles, aussi sensibles. Mmh. Puis lorsque la personne, malgré tous ces efforts-là, n'arrive pas à faire preuve d'introspection sur l'idée que: «OK, je viens de découvrir quelque chose qui me plaît en consultation, mais je dois l'exporter dans ma vie, ça, cet ingrédient-là». Donc Mmh. j'utilise l'analogie du laboratoire. Ce n'est pas parce qu'on découvre dans le laboratoire quelque chose qu'il faut passer sa vie dans le laboratoire. Ça serait bien d'exporter la découverte. Puis si ça ne fonctionne pas, j'utilise l'analogie parentale en disant que moi, comme psychologue, j'ai un peu comme des yeux d'un bon papa. Et lorsque l'enfant me fait des déclarations émotionnelles de toutes les sortes, ben, ça ne crée pas de confusion à l'intérieur de moi sur est-ce que je ne suis plus dans mon rôle de papa ou je reste dans mon rôle de papa? Non, je protège la personne qui est devant moi. Mmh. Je ne vais pas en profiter pour moi. Donc, l'idée, ça va être de valider l'émotion sans confondre avec un passage à l'action. Mmh. Parce que répondre à l'élan d'amour d'un patient en lui redonnant de l'amour sexuel, tout ça créerait beaucoup de confusion, ça pourrait blesser les gens, c'est épouvantable. Mmh. Mais l'aider à reconnaître qu'il y a quelque chose de beau qui a allumé à l'intérieur de soi, je pense que ça peut être un merveilleux thème à pratiquer en consultation. Puis moi, je vois que les gens restent sur ce thème-là à peu près 2 ou 3 rencontres habituellement. D'accord. Bah, c'est super intéressant que tu abordes ça parce que c'est arrivé plusieurs fois qu'on me contacte, sur les réseaux sociaux justement, pour me demander conseil en fait, en me disant: «Ah ben», c'était, par exemple, il y a eu dernièrement, c'était une femme qui me disait: «Ben, voilà, je ressens des sentiments pour mon thérapeute, pour mon psy», Oui, et puis qui me demandait conseil sur est-ce qu'elle devait en parler? Est-ce qu'elle devait mettre fin à la thérapie? Hem Alors je lui ai donné un peu ce conseil-là, je lui ai dit que, bah, oui, c'était quelque chose qui pouvait être intéressant à thématiser, puis à réfléchir avec. Mais je trouve intéressant, moi j'ai jamais été confronté à ça, ou en tout cas, je suis peut-être qu'il y aurait eu matière à le faire et je suis pas allé le thématiser. Mais comment est-ce qu'après déjà, comment ça se passe quand il y a un dévoilement? Comment toi tu te sens et puis comment tu abordes, la chose? mmh
Moi, c'est comme si j'essaie d'être présent des 2 côtés de la frontière lorsque je suis en présence de quelqu'un. Comme présentement, je te donne 50 de mon attention. L'autre 50 il est alloué à moi-même. Donc, est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je suis en train de parler du bon sujet? Est-ce que mon petit chien il est là? Oui. Et puis, le fait de pouvoir être présent des 2 côtés de la frontière, ça chasse beaucoup la possibilité de confusion. Donc moi, je ne vais pas nier le fait que si je trouve, par exemple, une patiente qui est très jolie, je ne vais pas nier que je la trouve attirante. La confusion, ça pourrait apparaître s'il y a des gestes de rapprochement et de flirt. Donc, mais dès qu'on est vigilant des 2 côtés de la frontière, ça permet d'installer un grand climat de sécurité. Une Mmh. grande différence entre parler de puis le faire. Puis moi, c'est parce que je suis à l'aise de travailler avec la mécanique de la gestion de l'intimité puis de l'émotionnel, on va dire assez profond, là, en dessous des mécanismes de défense. Mais je sais que j'ai des collègues qui, eux, préfèrent rester dans un plan de traitement et de ne pas entrer dans la dynamique, tu sais, intersubjective de des éléments affectifs. Donc, quand un de leurs patients leur fait ce genre de déclaration-là, ça les rend très mal à l'aise et parfois même ils arrêtent le suivi. Parce qu'ils OK. trouvent que c'est inadéquat au service qu'il offre. Mais chaque professionnel, je pense, va développer son cadre de pratique. Moi, je suis peut-être moins bon que eux pour appliquer des protocoles de traitement hyper structurés. Mais Mmh. par contre, moi, j'ai des repères dans l'élément, moi, de descendre en dessous des mécanismes de protection et de repères. Puis si on Mmh. peut regarder cet élément-là, là, qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement beau également, ben, je crois que ça permet de faire un enseignement sur l'authenticité. Mmh. Et ça revient, je trouve intéressant aussi, cette notion-là du choix du thérapeute parce que, ben, comme tu le dis, il y a des psys qui vont être très forts déjà dans certaines thématiques, dans certaines problématiques, mais aussi dans le côté relationnel. Oui, Et ça va plus ou moins convenir à la personne qui vient en thérapie. Il y a des gens qui auront besoin de quelqu'un qui est très, proche comme ça, très facile d'accès, où c'est très familier. D'autres qui ont besoin de quelqu'un qui, au contraire, met beaucoup de distance, qui est très, une position haute, un peu la position du médecin qui sait mieux que nous. Et alors, c'est pas toujours facile, du coup, de trouver la bonne personne qui a la bonne approche, la bonne attitude pour nous. Mais moi, j'essaie de toujours le rappeler parce que, ben, ça m'arrive souvent de lire, c'est plutôt dans les commentaires sur les réseaux où les gens me disent: «Ben, voilà, j'ai essayé une fois d'aller chez un psy, ça m'a pas plu». Et alors je comprends, la lassitude parce que c'est pas facile de trouver un rendez-vous et puis ça c'est un investissement en temps, en argent. Mais ça vaut la peine vraiment de tester différentes personnes parce qu'il y a tellement de oui, pratiques et de personnes différentes que ça vaut la peine de c'est ça. tester. C'est la raison pour laquelle je continue d'être présent sur le web, d'offrir des vidéos gratuites, de diffuser du contenu sur toutes les plateformes. C'est pour humaniser un peu le visage du psychologue. De cette manière, les gens qui viennent me consulter, ils savent déjà à quoi ça ressemble mon langage de psychologue. Mmh mh. Donc, si ça ne vous parle pas, ne venez pas me voir en consultation, tu sais, mais vous le fait de l'offrir, je pense que c'est un grand cadeau qui permet à certaines personnes de se simplifier le choix. Parce que Absolument. c'est tellement mystérieux, là. Même sur notre on a un bottin, nous, là, de l'Ordre des psychologues du Québec dans lequel on peut mettre notre fiche descriptif, mettre notre pratique. Puis il y a beaucoup de gens qui consultent ce site-là c'est un bottin qui répertorie Mmh avec mh. la carte sur Google Maps. Puis il y en a beaucoup de psychologues qui ne remplissent même pas la fiche, qui ne Ouais. mettent même pas de photos. Donc moi, c'est méga rempli, c'est très détaillé, puis je reçois souvent le même feedback, là, comme quoi que c'est parce que je vous ai trouvé là-dessus, puis qu'il y avait des vidéos Mmh. sur vos réseaux sociaux que là, ça m'a donné confiance pour enfin oser consulter. Mmh. Et ça, moi, c'est quelque chose que je reproche beaucoup aux psys parce que, bah, en Suisse, c'est exactement la même chose. Pour trouver déjà un site internet, c'est déjà compliqué. Généralement, tu as un annuaire avec le numéro de téléphone et puis l'adresse et comme tu dis, pas de photo, pas de description de l'approche ou quoi que ce soit et je trouve ça vraiment dommage parce que justement, comme tu dis, en fait, ça fait le tri à l'avance. Ouais, De un, ça permet de faire le tri. De 2, ça c'est ma petite théorie, mais j'en suis assez convaincu, c'est que, ben, ça aide énormément à créer l'alliance thérapeutique parce que la personne, elle vient chez nous, elle nous apprécie déjà ou elle apprécie déjà notre manière de voir le monde et du coup
ben, le contact, il se fait beaucoup plus facilement et puis on sait que Oui. la qualité de l'alliance thérapeutique a agi pour une grande partie de l'efficacité d'une thérapie. Oui, moi, je le place, dans un écosystème de services, là, parce que j'offre plein de services de toutes les sortes, là. Je fais pas seulement de la consultation. Puis, lorsque je réfléchis aux 3 problèmes que les gens ont lorsqu'ils veulent consulter un psychologue, heu, ça me semble être le tarif, qui est souvent trop élevé, la le délai d'attente, qui est parfois même impossible d'avoir un service, les listes d'attente complètes, ne prennent plus de gens, et la qualité de la connexion avec les personnes. OK, c'est pour cette raison-là, moi, que j'ai créé d'autres services que la consultation en direct, là, parce que je voulais pouvoir répondre rapidement à un coût modique et en même temps humaniser les échanges en montrant qui je suis. Donc, j'ai développé un programme qui s'appelle Connexion en direct, dans lequel les gens rejoignent un groupe Facebook privé et ils peuvent me poser des questions. C'est pas un groupe d'échange, c'est pas un groupe de thérapie. Il y a seulement un endroit où les gens peuvent commenter chaque semaine pour déposer des questions. OK. Puis moi, je ramasse toutes les questions le mercredi avant le live, puis je fais le live de réponse. Donc cette semaine, la semaine prochaine, ça sera la 94e heure de contenu. OK. Il y a eu Et plus de 2000, bientôt 2200 questions répondues à travers les 94 heures puis j'ajoute 1 heure à chaque semaine, là. Puis les gens qui s'inscrivent, ils ont accès aux rediffusions de toutes les anciennes heures sur ma plateforme des archives. OK. Donc c'est un bassin de savoir puis de réponses. Puis les gens peuvent naviguer dans les vidéos, voir les questions qui ont été posées dans cette vidéo-là, peuvent se promener puis le voir. Et bientôt, avec l'intelligence artificielle, je vais faire extraire tout ça, faire des synthèses, envoyer. Ah, ça va être formidable. OK. Donc ça, c'est quelque chose tu voilà, qui est un service, agrandi au final et qui permet Oui, d'avoir accès à des infos, de santé mentale, à des conseils, pour exact. soit pour les gens pour déjà travailler pour eux-mêmes, soit, ben, justement pour, peut-être les aider à trouver un psychologue ou une approche qui leur convient, savoir un Oui. petit peu qu'est-ce qu'ils pourraient entreprendre. L'éducation psychologique, ça ne remplace pas la psychothérapie. Mais Mmh. par contre, pour des personnes qui ont déjà commencé à faire un travail sur eux-mêmes et qui sont déjà dans l'autonomie, le développement personnel, peut-être que d'avoir des réponses d'un professionnel de la santé, ça permettrait de structurer leur apprentissage. Mmh. Puis c'est comme un peu un trou de service que les psychologues occupent très peu sur le web. Donc, qui va occuper cette scène-là? Mais ça va être les coachs de vie, les gens qui s'autoproclament conférenciers. Puis il y a des gens formidables là-dedans, là, qui ont une grande compétence, mais ils savent peut-être pas est où la ligne entre ce qu'ils ne devraient pas dire selon les données scientifiques et leur intuition. Mmh. Donc moi, je pense que les psychologues devraient prendre plus la place sur la scène, justement pour protéger la population. Mais c'est pas encore, bien connu. Mmh. J'ai créé une formation d'ailleurs pour ça, pour mes collègues, psychologues, qui s'appelle «Psychologue dans les médias et sur le web», dans lequel D'accord. je fais un revue de toute la déontologie en lien avec mes activités à la fois à la télévision, sur le web, à la radio, avec la presse écrite, les enjeux déontologiques, les enjeux avec les autres professions. Puis, dans le fond, j'offre ce que j'aurais voulu, moi, avoir, comme formation. Mmh. Je reviens à ce que tu disais peut-être un petit peu, plus tôt. Je saute du coq à l'âne comme on dit, mais, tu disais que au sein d'une thérapie, par exemple, on apprenait à développer des habiletés relationnelles et j'ai vu que, en faisant mes petites recherches sur ton LinkedIn notamment, que tu avais, animé un atelier de développement d'habiletés relationnelles, mais ciblé sur la séduction. Oui. Et ça m'a interpellé. Oh, Je séducteur. je voulais je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que tu abordais comme, Oui. thématique, comme exercice? Parce que c'est quelque chose que j'ai pas du tout développé, dans mon podcast et je parle peu de ça sur mes réseaux sociaux. Oui, ben, la séduction en tant que telle, c'est un mot qui est très décrié ou que les gens sont très méfiants face à ce jeu-là, à ce mot-là. C'est comme si séduction voulait dire méchant. Méchant quoi? Méchant narcissique, pervers, toxique. Parce que ça veut dire détourner, hein, d'ailleurs, l'étymologie de séduction. Mais Mmh. on pourrait traduire ça par les facteurs d'attirance. C'est OK. quoi les données scientifiques qui sont associées avec les facteurs d'attirance? Y a-t-il des portes d'entrée?
Y a-t-il des grandes théories qui ont été validées, qui nous permettent de discriminer certains facteurs versus d'autres? Donc, moi, dans les conférences, parce que j'ai 2 formats là-dessus. J'ai le format conférence où je parle de la science de la séduction et j'ai des ateliers pratiques où on va travailler avec des techniques de jeu de rôle. C'est le psychodrame morénien. On va travailler les habiletés concrètement. Comme par exemple, si on est dans un groupe de 12 personnes, je vais demander aux gens, est-ce qu'il y en a qui sont touchés, interpellés par leur difficulté, c'est leur malhabileté à entrer en séduction? Puis là, il y en a 2 ou 3, par exemple, qui vont dire: «Oui, moi, nan, nan». Là, on va explorer le thème, on choisit une personne qui va être un peu comme le porteur de l'exploration de cette compétence-là et on va recréer dans le groupe le contexte de la séduction. C'est souvent la même chose, c'est la peur d'aborder qui est souvent au cœur de cet élément-là. Mmh. Donc, on va recréer un contexte qui fait que la personne a peur d'aborder via des jeux de rôle, via des prises de rôle avec des participants, des participantes. Puis là, étant donné qu'on est en consultation thérapeutique, on va faire une prise 1, pause, prise 2, prise 3. On va essayer de changer les comportements, faire venir des difficultés supplémentaires, faire venir des aides supplémentaires. Y a-t-il des suggestions dans le groupe qui peuvent être démontrées et non pas dit avec des mots? Puis là, à force de le mettre en branle, le faire soi-même, cette habileté-là, dans le laboratoire de psychodrame, bien, ça permet de développer des repères très concrets, là. Donc souvent, c'est la moitié de la journée, qu'on fait ça. OK. Tu parles de science de la séduction. Oui. Je suis sûr que ça intrigue pas mal, d'auditeurs ou d'auditrices. Ah oui? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? «Ah ça coûte cher, il faut venir à un consultant». Mais ça dépend sur quel volet. Si tu peux choisir un moment de la séduction, mais puis je pourrais te répondre parce qu'il y a tellement de recherches qui ont été Non, faites. par exemple, peut-être, justement le contexte que tu viens de nommer, le tout début, le fait d'aborder, de créer le contact. Qu'est-ce qui OK. se joue là-dedans? La peur de déplaire, la peur du rejet. Donc ça, tout est construit sur le développement de la capacité heu, d'être à l'aise en interaction interpersonnelle. Comment on fait pour aborder? Quelles sont les attentes de l'autre personne? Puis, attendez, je vais essayer de rassembler mes idées là-dessus, mais c'est que les gens oublient parfois certaines hypothèses, biologiques. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur tête, là, ils réfléchissent, puis là, ils ont peur dans leur tête, donc ils sont paralysés dans leurs pensées, ça distorsionne, ils inventent des scénarios en temps réel. Donc, Mmh. les études sur le travail des distorsions cognitives, le fait de s'ancrer en soi. Puis, quand je vous dis qu'il y a des théories biologiques qui passent incognito, mais c'est, par exemple, les préférences biologiques. Dans des études qui ont été faites sur les facteurs d'attirance réels versus les facteurs d'attirance, heu, on va dire, auto-perçus, on a découvert une grande différence, notamment chez les femmes. Les femmes qui remplissaient des questionnaires sur ce qui les attirait allaient dire de manière générale, selon la recherche: «Mais moi, j'aime un homme qui est honnête, j'aime un homme qui est drôle, j'aime un homme qui est intelligent». Puis là, après, on les met dans les mêmes personnes qui ont rempli tous les questionnaires, on les met dans un environnement avec des hommes, avec des femmes, qui ont toutes été mesurées de toutes sortes de manières physiquement puis psychologiquement. Puis là, on va observer que ces femmes-là qui disaient être attirées par les gars drôles, les gars intelligents, finalement, c'est pas vers eux qu'ils allaient dans les environnements qui ressemblaient à du dating en laboratoire. Ils allaient vers les hommes qui avaient des caractéristiques physiques macro-masculines. OK. Des grands gars, des gars qui parlaient fort, des formes de leadership. Là, toutes les filles se ramassaient autour de ces gars-là. Mais par contre, l'autre, là, qui n'avait pas ces caractéristiques-là de macro-mâle, qui était pourtant très drôle, qui était pourtant très intelligent, qui avait, 2 doctorats, qui avait non, non, lui, mais pourtant, c'est ça qu'elle avait dit. Donc, le fait de savoir qu'il y a des influences biologiques qui influencent le jugement, Mmh. ça pourrait être très bien ça pour commencer à travailler le rapport interpersonnel. Et comment Mais il y a la faire même chose si chez les hommes, il y a d'autres genres de critères. comment faire si on correspond pas? Parce que j'imagine ça peut alimenter quand on voit ce genre de résultats, ça peut alimenter pas mal de complexes. Ouais. Si je suis, bah, si je suis un mec qui correspond pas, à ces critères, qui suis peut-être, plus petit ou moins musclé ou moins qui a une Ouais, ben, voix ça peut-être c'est plus fluette et cetera, comment est-ce qu'on peut tirer, l'épingle du jeu?
mais c'est pas parce qu'il y a des déterminants biologiques que c'est les seuls déterminants. On pourrait dire que c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est qu'on perçoit un autre animal. Donc, il y a des réflexes animaux à l'intérieur de nous qui s'allument. Donc, puis il y a des gens qui vont rester au niveau de la connexion des réflexes animaux. Mais on peut monter les étapes, puis on peut structurer d'autres critères de valorisation. Et notamment, si je reste sur les exemples des facteurs d'attirance féminine Mmh. envers les hommes, parce que ça ne représente pas toutes les possibilités, là. Comprenez que il y a l'homosexualité, il y a plusieurs formes de pratiques, il y a toutes sortes d'éléments identitaires. Mais si on reste dans le standard, on va dire, hétérogenré, euh, les femmes seraient attirées envers les hommes qui sont propres. Parce que l'hygiène physique, c'est très important. Donc, peut-être que ce serait un élément à travailler, messieurs, votre hygiène. Les ongles, les dents, les cheveux, la barbe, les vêtements. Il y a beaucoup d'hommes qui vont en dating avec des cernes jaunes en dessous des bras. Et puis eux autres, ils se disent: «Mais quoi, moi, je suis naturel, là. Les filles ont dit qu'ils voulaient un homme naturel. Moi, je suis comme ça, je suis naturel.» Mais ils viennent de perdre des points en commençant, là. Manque d'hygiène. Après ça, est-ce qu'un homme a une forme physique décente? Mais décente, ça ne veut pas dire être un top modèle X-Men. Mais c'est vrai que les pecs, les épaules, la posture peut influencer grandement la grandeur. Après ça, est-ce que l'homme a, des marqueurs de productivité dans sa vie? C'est un des enjeux sur lequel les hommes mentent le plus sur les applications de rencontres. Ils vont se mettre en photo à côté d'une Lamborghini. Ils vont flasher des chaînes en or avec, plein de choses. Ils vont faire à croire dans un spectacle de parure comme un paon qu'ils ont plus de ressources qu'ils en ont en réalité. Mmh. Donc, les marqueurs de productivité, marqueurs d'honnêteté, marqueurs de générosité et la capacité à reporter à plus tard la gratification immédiate. Donc, ça veut dire que l'impulsivité ou la recherche de plaisir immédiat au détriment des obligations de ce qu'on a à faire, c'est très turn-off pour la femme en général. Mmh. Mais tout comme ça n'existe pas une femme qui a 1,3 enfants, c'est des grandes tendances générales et statistiques, mais les 6 critères que je vous ai dit ne représentent pas toutes les femmes, là. C'est Mmh. selon des grandes études générales, ce sont ces 6 facteurs-là qui ressortiraient. Admettons, bah, on a passé cette phase de séduction et puis on arrive à entrer dans le couple. Je sais que tu Oui, accompagnes, aussi beaucoup des couples, en consultation. De ton expérience, comment est-ce qu'on fait durer un couple dans le temps? Parce qu'il y a un peu moi je considère ça un peu comme un mythe, le fait que, ben, c'est normal que, voilà, au début c'est bien, puis après la flamme s'éteint. Alors on sait qu'il y a différentes hormones, différentes choses qui se passent physiologiquement, qui se modifient avec le temps, mais il y a tout l'aspect en fait de comment est-ce qu'on va travailler le couple, comment est-ce qu'on oui. va l'entretenir, le nourrir. Comment est-ce que toi, tu guides les gens qui ont l'impression que voilà, ça s'est tari avec les années? Ben, il faut savoir que les critères de ce qui unit des gens ensemble vont changer à travers le temps. La biologie, c'est bien fait, hein, ça nous envoie plein d'hormones pour nous droguer, là, pour altérer notre jugement afin de se rapprocher de l'autre personne. Puis là, on est drogué de l'autre personne, là, puis on se dit: «Waouh, c'est formidable d'être avec l'autre personne.» Puis là, à force de passer du temps avec et d'avoir des rapports sexuels, puis là, bien des fois, il y a un enfant qui ressort de tout ça. Là, une fois que le désenchantement survient, ben là, oh, on est pris ensemble, on est rendu attachés. Donc là, se transforme la relation. Puis il y a des gens qui ne tolèrent pas le détachement, qui font exploser la relation, même s'il y a des enfants, pour pouvoir aller chercher un autre enchantement initial. Mmh. Mais selon la recherche, ce qui est le plus viable pour la durée des couples, ça serait la similarité des gestions de conflits. Donc, si vous voulez savoir si votre couple est viable, dans un nouveau couple, par exemple, générez un mini conflit avec la personne et observez si sa manière de le résoudre est similaire au vôtre. Puis ça c'est tellement puissant ça, le facteur de protection sur la similarité des gestions de conflits dans le couple, que ça ne fait pas juste protéger la relation du couple sur la durée, ça permet aux gens d'avoir une espérance de vie plus grande, d'environ entre 3 et 5 ans supplémentaires. Il y a des études longitudinales qui ont été faites sur des couples, puis qui ont contrôlé là, les facteurs styles de gestion de conflits, tout ça, qui ont découvert que les gens qui avaient des stratégies de conflit similaires
avaient une vie beaucoup plus harmonieuse parce qu'ils comprennent quand l'autre gère son conflit. Moi, je fais la même chose. Ça apaise quelque chose. Ça crée de la consonance qui permet d'être moins stressé puis de perdurer plus longtemps l'espérance de vie. Alors que quand on reste avec quelqu'un qui a des stratégies différentes de nous, ça fait tellement mal, puis ça nous stresse tellement qu'on n'arrive même pas à comprendre que ça mine Mmh. le fonctionnement biologique de la personne. Je trouve super intéressant, j'avais lu, un ouvrage de Gottman, qui est, ben, un chercheur, C'est du qui est vieux spéci stock, Gottman. pardon? C'est du vieux matériel, ça. C'est du vieux matériel, Oui, c'est ouais, très populaire. mais lui, ce qu'il disait, ça rejoint un peu ce que tu dis, il disait: «Ce qui est déterminant, c'est pas forcément le nombre de disputes qu'on a, mais c'est en effet donc comment est-ce qu'on la gère?» Et puis, lui, il mentionnait notamment le fait de à quel point est-ce que chacun va tendre une perche à l'autre ou tendre la main pour Oui, offrir des opportunités de se réconcilier ou de retrouver un vrai dialogue et puis à quel point est-ce que l'un et l'autre saisissent ces perches et ben, il disait que voilà, si on voit qu'il y a plusieurs tentatives de l'un ou de l'autre et que l'autre à chaque fois envoie balader ces perches-là parce qu'il reste dans le conflit et ben, que ça c'est un signe que voilà, ça ouais. sent le roussi. Moi, je dis que les couples, il faut s'occuper de tout le monde dans un couple, mais peut-être pas en même temps. Parce que Mmh. parfois, les besoins sont incompatibles l'un avec l'autre. Et parfois, les 2 ont raison. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand les 2 ont raison? Est-ce qu'il faut qu'on escalade le conflit jusqu'à temps qu'il y en a un qui se fasse pousser en bas de la montagne et qu'il ne reste qu'un seul gagnant en haut? Et là, si je viens de faire perdre mon partenaire de vie, je me ramasse seul, donc je vais être peut-être triste ou désemparé, mais donc il faut apprendre à alterner dans la vie conjugale. Puis c'est ce que Gottman a démontré à travers son Love Lab, un laboratoire qui ressemblait à un appartement auprès desquels il mettait des couples dans le laboratoire, puis là, il se questionnait comment on va faire pour les faire se chicaner, avoir des conflits ensemble dans un laboratoire. Puis les chercheurs ont découvert que c'était vraiment pas compliqué. Il fallait juste leur donner des tâches de base à faire, puis ils commençaient à avoir des conflits. Donc, la méthode de résolution de conflits, est-ce qu'elle escalade le conflit ou est-ce qu'elle désamorce le conflit? Bien, les couples heureux, même s'ils ont autant de conflits que les couples malheureux, on a découvert que les couples heureux, eux, ils ont une préférence pour le désamorçage des conflits. Ça veut dire, moi, que parfois, moi, j'offre le choix en consultation aux gens. Je dis, OK, lorsque vous êtes en conflit, faites le choix suivant. Voulez-vous être heureux ou vous voulez avoir raison? Mmh. Choisissez un des deux. Parce que ça va être rare, vous allez pouvoir être heureux et avoir raison en même temps. Parce Mmh. qu'avoir raison, c'est un désir militant, une recherche de pouvoir. Je veux être reconnu. Alors qu'être heureux, j'attends rien de l'autre. Là. Je le choisis, moi, à l'intérieur de moi. Ça ne m'intéresse pas, le conflit. Mmh. Puis il y a des gens qui vont préférer avoir raison, mais là, ils vont se retrouver tout seuls si l'autre personne choisit d'être heureux. Et ça, c'est absolument valable dans le couple, mais dans toutes les relations. En effet, cette volonté de choisir d'avoir raison ou d'avoir le dernier mot plutôt que d'être heureux, c'est ce qu'on peut voir aussi, par exemple, dans des cas de burn-out ou quand il y a des problèmes au travail où finalement, il nous suffirait de partir et de quitter Ouais. cette situation, mais on veut tellement avoir raison, avoir le dernier mot, être reconnu, obtenir peut-être ces 2 mois de salaire en plus qu'ils me doivent absolument, puis je vais pas lâcher, qu'au final, L'orgueil. c'est ça qui nous torture encore plus. Ben, le traitement à l'orgueil, c'est l'humilité. Donc, il faut se diriger de manière humble et simple vers, bon, c'est quoi mon vrai besoin? Jusqu'à quel point ça me fait mal, là, ce qui est en train de se passer, hein? Et il y a un autre mot qui ressemble à l'humilité, mais qui n'a pas toute la même valeur, c'est humiliation. Oh! On sent là, qu'il y a une différence, mais les 2 ça commence par pas sûr, de psychiatre, mais on pourrait dire que ça vient de humus, la terre en grec. Donc, est-ce que je dépose le fardeau au sol pour pouvoir mieux travailler la composition du sac puis dire: «Hey, c'est pas à moi ces briques-là, donc on va débarquer ça». Ou je résiste, je résiste, je résiste, je résiste jusqu'au jour où crac, poum, là, ma colonne vertébrale casse et là, je suis brisé, humilié, la vie me détruit, donc je ne pourrai plus jamais convoyer des sacs de briques. Mmh. Donc moi, je privilégie beaucoup l'apprentissage de l'humilité pour pouvoir approcher ce genre, toutes les formes de souffrance. Mmh. Humilité, autocompassion, acceptation de soi et l'action juste.
Je voulais te poser une question, qui a trait au couple de nouveau. Heu, c'est quelque chose que je vois souvent en consultation, des personnes qui ont été trompées peut-être par le passé ou peut-être même pas, mais qui ont cette, angoisse-là et qui me disent: «Mais moi j'arrive pas ou j'arrive plus à faire confiance dans mon Oui, couple». Hem Et puis qui vont alors, chercher différentes stratégies, qui vont aller dans la recherche de preuves et cetera. Et moi, je leur dis souvent que, en fait, faire confiance, c'est un choix et c'est oui ou non. Je dis tout le temps, c'est comme la lumière, soit on l'allume, soit on l'éteint. Mais on peut pas être en relation si on a confiance à, 70. ouais, Donc ouais. comment tu travailles ça? Comment tu guiderais quelqu'un qui a cette difficulté à faire, confiance en couple? Je crois que ça va dépendre du moment de proximité ou d'éloignement avec le moment de trahison ou le choc, on va dire. Ce ne sera pas le même conseil que je vais donner au couple. Lorsqu'on subit des trahisons, qu'on apprend une infidélité ou qu'il y a des choses très difficiles qui sont dévoilées, ça provoque une réaction d'inflammation de certaines structures cérébrales, là, des cytokines, ça s'appelle, qui dure à peu près 3 semaines. Et c'est ça qui nous donne l'impression de moi, plus jamais je vais être en amour, c'est fini pour moi, faire confiance. Donc, normalement, s'il n'y a pas d'autres chocs qui perdurent par-dessus, s'il n'y a pas d'autres traumatismes qui reviennent, cette réaction-là de fin du monde, puis que plus jamais je vais faire confiance, dure approximativement 3 semaines. Donc, pendant ces 3 semaines-là, si vous voulez sauver votre couple, ça peut être une fenêtre d'opportunité dans laquelle le fait de revérifier dans le téléphone de l'autre personne s'il me trahit encore, tout ça, peut peut-être permettre d'atténuer la crise. Mais passer, on va dire, quelques semaines ou quelques mois, s'il y a encore de la vérification et de la suspicion dans le couple, puis qu'on n'a pas confiance, bien, là, ça devient un facteur de destruction de la relation que de fouiller dans le téléphone ou les choses de l'autre, de le surveiller. Parce que personne ne peut se sentir à l'aise d'avoir un enquêteur dans sa vie intime qui est constamment en train de le surveiller. Mmh. Même si c'est vrai que l'autre personne a trahi, là. Mais là, il va falloir vous questionner sur comment se fait-il que vous acceptez dans votre vie des choses que vous trouviez inacceptables. Donc là, c'est pas de la faute de l'autre si vous trahissez vous-même vos propres valeurs. Mmh. Puis moi, j'aime bien rappeler l'analogie suivante, une petite phrase qui l'illustre bien. C'est: ne reprochez pas au clown de faire des clowneries. Demandez-vous plutôt pourquoi vous allez encore au cirque. Mmh. Donc, parfois, il faut faire un travail sur soi, même si c'est l'autre qui vous a trahi. Puis l'élément qui empêche les gens de faire ça, c'est l'attachement. Parce que le lien d'attachement qui est forgé avec l'autre fait en sorte que l'identité devient un peu diffuse. C'est où la ligne qui sépare qui je suis de qui nous sommes? L'attachement, ça fait comme brouiller un peu cette frontière-là parce qu'ensemble, on est plus fort pour survivre. Mmh. Merci, biologie, d'avoir créé ce genre de structure pour favoriser la survie, mais ça ne permettra jamais d'être heureux d'utiliser des réflexes de survie. Pour être heureux, il faut regarder notre souffrance à nous, puis commencer à l'éclairer. Mmh. Puis là, on fait face à toutes sortes d'inconsistances, à toutes sortes d'incohérences face à nos propres choix. Puis là, on dirait que c'est pire qu'avant. Donc, c'est l'autre qui me fait mal, mais c'est moi qui se sens mal. Mais pour être heureux, il faut plonger à l'intérieur de cet élément-là, de créer de la cohérence à nouveau dans sa vie. Mmh. Mais je pense qu'il y a plusieurs étapes. Comme tu vois, il y a la période de choc initial. Il y a une période également de doute, puis il y a une période qui va reboucler de la sécurité après ça. Ça arrive souvent que j'ai des gens qui abordent ces thèmes en consultation. Donc, je l'affirme avec une grande certitude parce que je le vois tous les jours, Mmh. changer ces choses-là. Je trouve, top parce que moi, c'est quelque chose que je répète souvent en consultation quand les gens me disent: «Ah mais en fait, j'ai peur qu'on profite à nouveau de moi». Et Mmh. je leur rappelle qu'en en fait, on ne peut pas profiter de nous. En fait, les gens peuvent profiter de nous que si on les autorise à le faire. Alors attention, petit disclaimer, quand je dis ça, c'est évidemment hors, contexte de une arnaque, comme ça ou une agression. Évidemment, c'est pas vous qui êtes responsable d'être agressé. Mais quand il y a des comportements comme ça et c'est nous qui décidons de est-ce que je le tolère est-ce que je tolère que ça arrive de nouveau? Ou est-ce que je dis que non, je mets une limite, je mets, un stop ici? Et c'est là où je pense qu'au niveau du travail sur l'estime de soi, sur l'affirmation de soi, ben, après, si ça c'est solide, on peut être beaucoup plus serein
dans les comportements de séduction, parce que, bah, la peur du rejet, alors certes, ce ne sera pas agréable d'être rejeté, mais ça ne sera pas un cataclysme si, mon estime de soi, elle est bien ancrée et je trouve intéressant que Ouais. tu abordes ce thème. Est-ce que tu as déjà eu, toi, des conjoints ou conjointes de tes patients qui te suivent sur les réseaux sociaux, puis qui t'en parlent, là? «Tu vois ma conjointe, puis tu vois mon conjoint, puis je trouve que quand tu dis ça, elle m'en parle à la maison». Ça est-ce que ça arrive? Non, ça m'est jamais arrivé, non. Non, ça m'arrive d'avoir des personnes que je suis qui et puis je vois qu'ils me suivent sur les réseaux. C'est rare qu'ils m'écrivent ou c'est des fois juste un petit peut-être, il y a quelque chose que je poste, puis ils me disent: «Ah bah, ça me fait écho avec ce qu'on a discuté». Mais non, Ouais. ce cas de figure n'est jamais arrivé, ouais. Ah, moi, j'ai souvent des gens qui m'entendent, sur le web ou à la radio ou à la télévision, puis qui disent à leur partenaire: «Je pense que c'est lui que tu devrais aller voir». Étant donné que j'ai un franc-parler puis que j'essaie de rendre les choses, simples, abordables, ben il y a souvent des ça attire beaucoup de clientèle masculine. Parce que vous D'accord. savez, l'image traditionnelle de le psychologue silencieux qui fait la compréhension empathique et silencieuse. Ben, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont ressortis blessés de ce genre de service-là. Parce Mmh. qu'ils auraient aimé se faire expliquer des choses sur la santé en disant: «Ouais, mais tu as fait un doctorat là-dessus, là, il y a pas moyen que tu m'expliques Mmh. comment faire pour aller mieux?» Puis il y a certains professionnels, c'est pas leur approche, l'éducation psychologique, puis c'est très bien, là. C'est dans un certain cadre, ça peut beaucoup aider Mmh. les gens. Mais moi, j'ai décidé d'étudier toutes les approches en psychologie pour pouvoir comprendre la psychologie. Je Mmh. déteste les approches, on va dire la pensée par approche Mmh. clinique. Je trouve que c'est des écoles, qui sont comme des religions. Absolument, ouais, c'est avec toutes les guerres de clochers, comme on dit, qui ont lieu là-dedans. Ouais, Et je trouve intéressant parce que moi, je partage cette vision où le rôle d'un psy, il est varié. Il y a en effet le rôle d'écoute bienveillante, non jugeante, empathique, ce qui est déjà pas donné à tout le monde. Alors pour moi, c'est ça vrai. c'est la base, mais j'ai des retours qui prouvent que c'est pas le cas. Mais aussi, bah, comme tu dis, il y a la psychoéducation. Le fait ça va aussi dans le côté d'autonomisation, je trouve, du client ou du patient, peu importe comment on l'appelle. Hem, de lui permettre d'avoir les clés, puis de dire: «Ah, bah, je Ouais, fonctionne de cette manière parce que». Et pas forcément avec des approches de c'est tu fonctionnes comme ça parce que tu as vécu ça dans ton enfance, mais aussi par des mécanismes. Ça alors bien sûr, on peut parler peut-être de ce genre de choses, mais aussi par des mécanismes neurologiques, comprend et c'est ouais. là où je pense que notre rôle, en fait, il est encore bien plus complexe que ce pourquoi on est formé. C'est que on devrait finalement être, si on est considéré comme des experts du cerveau, bah, on devrait être experts aussi de nutrition, dans le sommeil, dans l'activité C'est large, hein? physique et ben, alors ça rend la tâche lourde, mais c'est aussi ce qui rend notre métier passionnant parce que on peut explorer tellement de champs. Oui, oui. Puis, j'ai remarqué que tu as mentionné le terme, psychoéducation. Mais nous, au Québec, on doit faire attention avec ce terme-là parce qu'il existe un ordre professionnel des psychoéducateurs qui n'est pas le même que l'ordre des psychologues, qui a été fondé par des psychologues, mais qui n'est pas des psychologues. Donc, c'est en soi maintenant au Québec, c'est une profession psychoéducateur. OK, Donc, nous, c'est pour ça qu'on utilise le terme éducation psychologique. Puis d'accord. la loi sur la définition de la psychothérapie a défini également ici des actes qui ressemblent à de la psychothérapie, mais qui ne sont pas de la psychothérapie. Puis il y a notamment l'éducation psychologique là-dedans. Le D'accord, coaching, le counseling, le soutien-conseil. Donc, tout ce qui touche relation d'aide, pour nous, c'est différent de psychothérapie. d'accord. Donc vous devez faire attention aux mots que vous utilisez. Oui, parce que ce sont des mots, des titres, des actes qui sont protégés par la loi. Mmh. Puis si on ne respecte pas la loi, donc on est en faute déontologique ou légale, on peut recevoir des blâmes, des sanctions, des amendes, des radiations temporaires, des retraits de permis de pratique. C'est quelque chose. Moi, juste à cause de mes activités sur le web, en 5 ans, j'ai eu 8 plaintes. Et ça n'a jamais été des clients à moi qui faisaient des plaintes. Ça a toujours été des collègues psychologues ou des sexologues
qui n'aimait pas trop là, la nature des propos que je disais là, ou la forme selon laquelle je le présentais, puis qui avisait le syndic qui est responsable des enquêtes là, des psychologues. Puis à toutes les fois dans les démarches, ça s'avérait que c'était des modifications mineures de présentation, puis je ne suis jamais allé en conseil de discipline. Mais c'est pour dire que ici, c'est tellement surveillé et réglementé qu'il y a une prise de risque avec la prise de parole publique comme professionnel. Mmh. Donc, c'est une des choses qui, je pense, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre la parole qui ne sont pas forcément formés, Mmh. comme les coachs de vie Mmh. ou des gens magnétiseurs. Ou, je sais pas, c'est-tu populaire en Suisse encore, les magnétiseurs? Oui, il peut y avoir. Après, bah, après là, on rentre dans un grand débat parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, moi, qui m'ont été enseignées à l'université, donc qui est censé être l'endroit où avec le savoir, «vrai» entre guillemets, Ouais, qui non, c'est pas compte vrai. C'est et pas ça. qui continuent à être, enseignés et qui sont, extrêmement faux. Donc je trouve dommage que ça suscite des plaintes, parce que, bah, voilà, bien sûr que ça peut arriver que tu dises quelque chose, qui n'est peut-être pas complètement, juste scientifiquement et encore, qu'est-ce que c'est juste Non, j'ai scientifiquement? jamais été repris là-dessus. Mais, je trouve dommage que au contraire, tu vois, personne vient enfin, en tant que personne psy qui sont, présents sur les réseaux sociaux, qui font des milliers, voire des millions de vues, sur le net. Ben, Ouais. heu, en fait, on fait le travail aussi d'instituts de prévention publique sur la santé Oui, mentale, qui ont des personnes qui sont salariées pour ça, qui ont des équipes entières et ouais, finalement qui ont des résultats qui sont peut-être enfin, qui ont un impact qui est peut-être moins grand, exact. alors que c'est payé avec, nos impôts. Donc moi, j'ai toujours un peu de la peine quand il y a des retours de bâton comme ça parce que je me dis: «Mais finalement, un petit merci peut-être aussi pour, le travail qu'on fait bénévolement, ça ferait Ouais. pas de mal. Ah, moi, c'est la raison pour laquelle je soutiens, systématiquement, mes collègues lorsque je vois qu'ils font des publications sur le web ou qu'ils se lancent sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Je m'empresse d'aller leur écrire pour leur dire: «Waouh, c'est beau, qu'est-ce que tu fais?» Puis l'idée, c'est d'offrir plus que ce que l'on prend Mmh, pour créer quelque chose dans le monde. Moi, je trouve que ça coûte cher venir me voir en consultation. Donc, on pourrait dire que je prends beaucoup, mais par contre, ce que j'offre, c'est des milliers de fois supplémentaires, là, avec des centaines d'heures de vidéos, de contenu gratuites sur le web, à la télé, à la radio chaque semaine. Et l'idée, c'est que je veux offrir plus que ce que je prends. mmh, Mais être dans cette optique-là de s'impliquer dans la société. Moi, ici au Québec, on appelle ça la psychologie communautaire. mmh, Mais il y a souvent des mauvaises interprétations sur c'est quoi ça, la psychologie communautaire? Est-ce que ça veut dire travailler dans un organisme communautaire à but non lucratif qui est associé avec une connotation? On n'a pas beaucoup d'argent, tu sais. mmh, Ah, mais je pense qu'il y a moyen d'offrir de son propre chef sans avoir besoin de quelqu'un d'autre nous dire vas-y, là, je te paye pour offrir. absolument. Non, moi, je veux offrir gratuitement. Puis c'est pour ça que je soutiens mes collègues qui font la même chose. Est-ce qu'un jour, tu vas faire un tutoriel pour la fameuse danse, là? Que tu as faite sur Écoute, j'ai pas encore lancé les cours de danse, mais c'est pas exclu que je me reconvertisse, si ma carrière de psy, part à la dérive. Mais Paul, je vois que la l'heure tourne. On arrive Oui. à l'heure gentiment d'interview. Je te remercie énormément pour ce que tu as abordé. J'étais très content de pouvoir aborder ce côté séduction, couple, parce que c'est quelque chose que j'avais pas fait auparavant. Donc déjà merci pour ton temps, merci pour, ton professionnalisme, merci pour ton engagement aussi, ben, de ce qu'on vient de discuter sur, les réseaux sociaux, pour ce que tu partages. Je trouve que ça a beaucoup de valeur. D'ailleurs, pour les personnes, bah, qui ne connaisseraient pas peut-être Paul et qui ont envie de le découvrir, je mettrai dans les notes du podcast et sur YouTube, évidemment, tous les liens, pour, bah, ton site internet, pour tes réseaux sociaux, pour tes formations en ligne, ton groupe dont tu nous as parlé. Donc si vous voulez le rejoindre, vous aurez toutes les infos qu'il faut. Paul, est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Oui, je voudrais dire merci Julien d'avoir accepté cette rencontre web parce que ça nous permet de faire des connexions outre-Atlantique et je pense que ça va permettre à beaucoup de gens de démystifier les choses sur à la fois différentes réalités et différentes réglementations.
comme vous avez pu voir, même si je suis audacieux sur le plan clinique et dans la promotion, je pense que l'élément réglementation, législation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je te remercie de m'avoir permis de le communiquer à ton auditoire. Merci beaucoup, Paul. Et puis, à très bientôt, j'espère.